Vous me demandez quel est mon parcours. J'ai peur qu'il soit exagérément atypique et qu'il ne serve pas à grand-chose, qu'il ne serve pas à une grande exemplarité. Mon parcours, c'est le parcours d'un garçon de bonne famille, plutôt gentil, plutôt bien élevé, qui est naturellement totalement asocial, sans le vouloir. Sans le vouloir. C'est-à-dire que j'étais atteint d'une incompréhension totale face à l'école, qui reflétait l'incompréhension que j'ai encore face à la société, et à une invisibilité. Autrement dit, moi j'aurais adoré avoir des amis, j'aurais adoré fréquenter des belles jeunes filles. Le problème, c'est qu'on ne me voyait pas. On ne me voyait pas par une sorte de rejet intuitif et naturel, d'après ce que je comprends, qui était dû à ma façon de penser, à ma façon de parler. On m'appelait l'avocat, on m'appelait le curé, enfin, pour eux, dans leur bouche, c'était pas des choses très bénéfiques, jusqu'au moment où je me suis retrouvé vraiment plus seul que seul. Et pendant plusieurs années, je suis pas sorti de ma chambre. J'avais pas de meubles, je vivais par terre, et j'étais assez proche de passer par la fenêtre. Et quand même, c'est comme quoi tout est un peu dans la nature, à un moment, il y a ça devient binaire, il y a un sursaut. Et je ne suis pas passé par la fenêtre, je me suis dit, il faut que j'existe. Je ne peux pas continuer comme ça. Et donc, je me suis dit, qu'est-ce que je sais faire? Je ne savais rien faire, excepté un petit peu ce que j'avais vu faire par mon père. Mon père créait des avions, il fabriquait des avions. Et donc, la chose la plus facile pour moi était de créer. Et en fait, c'est comme un sapin qui est perdu dans une forêt de sapins. Pour qu'il se remarque, on lui met des boules de Noël. Et donc, j'ai fabriqué des boules de Noël. Et après, il y avait un vrai exemple. Comme j'étais totalement solitaire, j'allais au cinéma quelques fois au début, après j'y allais plus. J'ai vu le premier Homme Invisible. C'est un film en noir et blanc, qui faisait un peu peur. Et l'Homme Invisible, il était évidemment invisible. Sauf quand il mettait des bandelettes autour de lui. Et donc, je me suis fabriqué mes boules de Noël et je me suis fabriqué mes bandelettes. Et pour me rendre visible à moi-même, pour me persuader, ce dont je ne suis toujours pas très sûr, que j'étais vivant, que j'existais, pour qu'on commence à me jeter quelques regards, plutôt surpris en général, pas forcément amicaux, mais j'ai réussi, comme dans les dessins animés, vous savez, où il y a le héros qui est sous l'eau, qui est en train de se noyer, et qui nage, et qui nage, et qui nage, et qui nage. Et dans les dessins animés, à un moment, il passe la surface de l'eau, et il continue à nager dans l'air, parce qu'il a tellement eu peur. Moi, c'est exactement ça. J'ai nagé jusqu'au moment où j'ai fait surface, et après, j'étais tombé dans la potion, et j'ai continué à nager trop fort, ce qui m'a amené dans des espaces qui sont relativement inutiles, c'est-à-dire inutiles pour la propre vie d'une personne. Autrement dit, c'est une vie totalement autoconstruite, sans aucun héritage, excepté cette idée de création du père. Héritage de ma mère parle un peu du panache, de l'élégance dans la vie. Et après, c'est les bois, se cacher dans les bois. Et se cacher pour pas aller à l'école. J'ai eu un coup de génie, très jeune, très petit, j'ai compris qu'il fallait tout de suite signer le carnet scolaire pour que votre mère sache pas qu'il faut signer. Et j'ai fait ça toute ma vie. Et donc on venait me chercher au fond des bois, j'avais des motards qui me cherchaient régulièrement. On me ramenait à l'école, on me filait une grande paire de baffes. Et je tenais à l'école en vendant mes dessins. Mes dessins qui plaisaient beaucoup parce que tout début, c'était des machines et des architectures à torturer les professeurs. C'était extrêmement bien fait. Ma mère en a retrouvé, où on rangeait les corps, on récupérait le sang, les choses comme ça. Et les profs adoraient et donc ils me foutaient la paix. J'avais le droit de faire ce que je voulais au fond de la classe. Mais quand j'en avais assez dessiné, je repartais, on allait me rechercher. Donc c'est une vie quasi autistique, c'est une vie après qui a été dédiée totalement à la création. C'est-à-dire que je continue ma vie pareil, c'est-à-dire je ne parle à personne, je ne vais pas au cinéma, je ne vais pas dans les cocktails, je ne vais pas à des dîners. Je vis dans une collection de milieu de nulle part, au milieu de l'eau, au milieu de la boue, au milieu de la forêt, au milieu des dunes. Et je travaille tout seul, en écoutant de la musique de très bonne qualité, 18 heures par jour et tous les jours de ma vie. Faut-il en tirer une morale? Peut-être. La morale, c'est que les solutions viennent toujours de l'intérieur. Les vraies solutions, le fondement, la construction, vient toujours de l'intérieur de soi-même. Il
faut d'abord trouver la chose. Et moi, ça a été la créativité. L'éducation normale n'est pas forcément utile. Moi, je suis en train de dessiner, par exemple, la nouvelle station spatiale internationale avec la NASA. Je fais des objets ultra techniques, je fais les plus grands bateaux du monde. Je suis réputé pour être un ingénieur de haut niveau, mais je connais pas mon alphabet. Je sais faire une addition, je ne sais pas faire de soustraction, je ne sais pas faire de multiplication, je ne connais pas les mois dans l'ordre. Donc je suis quasiment analphabète, je suis une sorte d'enfant animal. Mais après, j'ai tout essayé de comprendre tout. C'est-à-dire remplacer ces yeux organiques par un scanner, des rayons X, qui allaient directement au cerveau, qui permettaient de tout décortiquer. Tout. Je peux vous dire pourquoi la lumière a cette qualité-là. Je peux vous dire qu'est-ce qu'il y a comme reflet ici, l'incidence, les choses comme ça. Je peux vous dire la résistance du pied de l'appareil photo ici. Je peux vous dire le niveau d'écho. Je connais tout sur tout. C'est un travail permanent. Et peut-être la leçon, c'est le travail permanent. C'est-à-dire que personne n'est obligé d'être un génie. Il y a très peu de génies. Mais tout le monde est obligé de participer. Participer à quoi? À l'évolution, à nos mutations, évidemment. Et pour ça, on doit travailler. Je ne pense pas qu'il y ait un intérêt dans notre vie individuelle. Je ne pense pas qu'on soit grand-chose. Je pense que si on veut créer une image, on reçoit de ses parents un bout de corde, et le seul devoir que l'on ait envers ses parents, parce qu'il n'y a pas d'autre devoir, c'est de prendre cette corde et de continuer à la tresser, mais mieux, de mieux en mieux, en disant bah tiens, le tauron pourrait plutôt être dans ce sens-là, tiens, la matière, je pourrais faire ça, afin que chaque génération améliore cette corde qui est l'intelligence, qui est la créativité, la connaissance, et puisse transmettre, le seul devoir que l'on ait aussi, c'est de transmettre à nos enfants, aux générations, une corde de meilleure qualité. Donc moi, je suis toujours un petit peu surpris, si ce n'est consterné, quand je vois des articles ou quand je vois des gens qui cherchent le bonheur. C'est quoi cette idée perverse de chercher le bonheur? Est-ce qu'ils savent vraiment ce que c'est? Moi, je vois pas trop. J'ai eu quelques flashs, mais tellement courts que j'imagine pas que ça puisse être ça. Mais par contre, que l'on soit là pour travailler, qu'on ait un devoir, vous vous rendez compte de la chance que l'on a parmi tous les animaux? Il y a eu un espèce de hasard X qu'on commence un petit peu à cerner, qui a fait de nous des créateurs qui créent de la création en permanence. C'est une chance extraordinaire, je le répète, c'est un devoir de continuer ça pour la beauté, seulement pour la beauté de la chose. C'est ça qui fait tenir, c'est ça qui donne encore envie, c'est qu'il y a toujours des rêves, il y a toujours des utopies, il y a toujours des choses à inventer pour aider les autres, car il faut toujours comprendre que l'on vit en communauté absolue et que quand on naît, on signe un contrat avec sa communauté. Moi, j'ai choisi de servir. Et comme je savais dessinoter des petites bêtises, j'essaye de dessiner des petites bêtises qui vont hélas pas sauver des vies, mais qui peuvent peut-être un petit peu aider à mieux vivre. C'est vrai que si on rentre dans le détail de l'exécution, c'est vrai que très jeune, je ne sais pas pourquoi, j'ai su que je donnerais toute ma vie, tout mon savoir-faire au maximum de gens, au maximum de ma tribu. Et donc, par hasard, j'ai fait du design, vraiment totalement par hasard. Je ne sais toujours pas pourquoi. Et évidemment, la logique était que j'invente quand même l'idée du design démocratique, qui est quelque chose d'extrêmement simple. C'est monter la qualité du produit par l'intelligence, par la technologie, descendre le prix afin que ça devienne abordable pour presque tout le monde et que tout le monde ait accès à ça. Donc c'est un mouvement qui vous rappelle des choses. C'est monter la qualité, descendre le prix, donner à tout le monde. On peut dire que j'ai gagné la bataille. Je n'ai peut-être pas gagné la guerre, mais j'ai gagné la bataille. Aujourd'hui, presque tout le monde peut avoir accès à un objet de très très bonne qualité pour son environnement proche. Et c'est vrai que comme j'ai fait, quand on enlève 2 zéros à un produit, le produit devrait presque même plus porter le même nom. 2 zéros en moins un produit, on l'a totalement structurellement changé, parce qu'on a changé la façon de le vendre, la façon de le montrer, la façon d'en parler, la façon de l'utiliser. Alors aujourd'hui,
Le zen démocratique, c'est quasiment fait. Maintenant, nous sommes évidemment plus sur le design écologique, qui n'est pas évident dans la mesure où sauver de l'énergie, on sait à peu près comment faire. Faut pas prendre de bain, faut prendre une douche, faut fermer la lumière, faut des trucs comme ça. C'est vrai que je me bats beaucoup pour la longévité des choses, pour la transmission des choses, parce que pour les jeunes, l'idée d'héritage, c'est complètement plouc. Bah, c'est pas vrai, c'est l'idée la plus moderne qui existe. C'est vrai que je travaille beaucoup sur la production d'énergie démocratique. Je travaille beaucoup sur l'ère post-plastique. Que va-t-il se passer quand les dernières gouttes de pétrole vont disparaître et que les millions de gens qui n'ont presque rien, sauf une cuvette en plastique achetée 10 cents sur le marché de Niamey, qui sert le matin à laver les enfants, à midi préparer la nourriture et le soir mettre ses affaires pour fuir en courant parce qu'il y a encore une guerre civile, pour les mines d'or sur lesquelles ils sont assis. Donc il va se passer quelque chose de très grave, une sorte de retour au Moyen-Âge. Aujourd'hui, je suis très bien placé pour vous le dire, il n'y a pas vraiment de vrais matériaux de remplacement. Donc voilà, c'est toute une action essentiellement politique, c'est presque religieux. Il faut chercher, se damner, prendre beaucoup de risques. J'ai pris et je continuerai à prendre beaucoup de risques, car je prends des positions qui ne sont pas les plus mainstream. Oui, tout est combat. Tout est combat, non, c'est pas vrai, d'ailleurs, tout n'est pas combat. Tout est remplacement. Faut jamais combattre. Il y a des gens qui sont doués pour combattre, pas moi. Moi, je suis pas doué pour combattre. Je suis doué pour voir quelque chose qui n'existe pas, dont on a besoin, voir quelque chose qui n'est pas bien fait, voir quelque chose qui n'est pas honnête, et je crée quelque chose dont j'ai l'espoir qu'il sera mieux et qui va remplacer la chose qui n'est pas bonne. Ça marche. Ça marche, autrement dit, je ne perds aucune énergie à me battre comme les boxeurs, la boxe frontale, on prend autant de coups qu'on en donne. Je joue beaucoup une stratégie qui est la stratégie de l'ami-ennemi intérieur, c'est-à-dire que je deviens l'ami d'une grande compagnie, je peux rentrer à l'intérieur et je ne deviens pas un ennemi, mais je me sers de cette grande compagnie pour la tourner petit à petit vers d'autres directions, vers des choses plus humaines, plus intelligentes. Je l'ai fait, ça a marché. Donc il y a beaucoup de stratégies à la Robin des Bois. Se servir des gens les plus riches du monde, les maîtres du monde que je connais bien, pour leur faire des choses extraordinaires et en tirer une façon de faire, une nouvelle idée, une nouvelle technologie que je redonne au grand marché. Donc voilà, c'est chaque seconde, un engagement. Je vais vous répondre de façon un petit peu bizarre, c'est que cette question ne devrait pas exister. Elle n'existe que pour montrer en creux qu'il y a des gens qui n'acceptent pas la mixité et qui n'acceptent pas l'autre et qui n'acceptent pas d'inclure l'autre. Autrement dit, c'est formidable de voir des gens comme vous qui travaillez justement pour l'inclusion de gens qui sont donc exclus, mais il faudrait surtout que les gens inhumains qui croient que l'autre est l'ennemi, qui croient qu'une différence de couleur est une différence fondamentale et en fait un ennemi ou un objet dégoûtant qui ne mérite pas de vivre, ou un sous-homme, comprennent l'extraordinaire erreur, l'erreur fondamentale, qui est même prouvée. Moi, je ris énormément quand je vois les racistes en particulier avec les Noirs. L'origine du monde est en Afrique. On a tous été noirs. Il faudrait quand même leur dire à ces gens-là. Moi, j'aime beaucoup aussi les misogynes, les super machos avec leurs enfants. Moi, je m'en fous, ma femme est une andouille, mais moi, mon fils est un génie comme moi. C'est pas vrai, il n'y a pas de transmission d'ADN par le père sur le fils, c'est pas vrai. Donc il y a tellement de vérités comme ça, qui sont médicales, scientifiques, connues, il faut leur mettre en face de la tête. Et à ce moment-là, on n'aura plus de problème de rejet de la mixité, on n'aura plus de problème de non-inclusion.